Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On verra les clôtures trimestrielles, mensuelles, weekly. On a pas mal de choses à dire vu qu'on est sur un début de trimestre. On est lundi également, donc on verra calendrier économique, donc pas mal de clôtures. Bien sûr, on ira sur du court terme aussi, intraday swing, moyenne zone que je surveille sur BTC. Pour l'intraday, aujourd'hui, je vous la montrerai. On verra Ether, on verra des altcoins, marché US. On va faire un brief assez complet. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler, vous avez 6 jours encore pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader. Si vous voulez être 100% autonome sur les marchés, avoir une stratégie de trading, que je vous partage toutes les connaissances que j'ai acquises. On a ici une formation avec 15 modules, plus de 25 heures de vidéos, un coaching personnalisé, un groupe privé, un accompagnement sur le long terme pour que tu sois tout simplement 100% autonome. L'offre s'arrête début semaine prochaine, donc tu as jusqu'à dimanche soir pour en profiter. Je te mets le premier lien en description si tu souhaites passer à l'action. Alors, sur le BTC, on va commencer par le calendrier économique. On a des news assez intéressantes quand même à surveiller. C'est pas le calendrier le plus chargé, mais on a quand même des choses assez intéressantes. On a le PMI à 16h aujourd'hui. On va voir le Powell speech qui va être demain. FOMC minutes, ça va être mercredi. Et on va voir ensuite le taux de chômage qui sera ce vendredi-là. Donc c'est vraiment on va dire les annonces assez importantes et l'inflation rate en zone euro potentiellement, mais en général c'est plutôt le marché US qui impacte le marché crypto, même si ça peut avoir un petit effet. En général on regarde beaucoup plus les annonces du marché US. Donc ça c'était pour le calendrier économique. On a comme ça ce genre d'annonces, surtout le taux de chômage. Attention si vous avez des trades pendant ces annonces-là, si on est sur des annonces qui ne sont pas du tout attendues, on peut s'attendre à pas mal de volatilité, donc méfiez-vous toujours, surtout si vous êtes sur du scalping ou sur l'intraday. Encore pour du swing, c'est beaucoup moins impactant. Alors, au niveau des clôtures, on va commencer par ça. Clôture trimestrielle. Pour moi ici, on est juste sur une clôture qui vient faire un pullback au niveau de notre précédent ATH. C'est pas une clôture qui est bearish. On n'a pas ravalé 50% de la précédente impulsion. Ici, là, hop. Voilà, on voit qu'on n'a pas du tout ravalé 50% de la précédente impulsion. Donc qu'est-ce que je dis précédente impulsion? C'est notre précédente bougie. Bon, d'ailleurs, je pourrais prendre le point le plus bas, le point le plus haut. Ici, on voit qu'on s'est arrêté dessus. Si je prends les clôtures, tac, on voit que on s'est arrêté dessus également. Donc, à partir du moment où on ravale pas plus de 50% de la précédente impulsion, en trimestriel, pour moi, on est toujours ici dans une dynamique qui est plutôt bullish. On a fait un pullback sur le précédent ATH. Voilà. Il n'y a aucun signaux ici de retournement, il n'y a rien de grave. Après, c'est rare en général qu'on analyse le marché crypto en trimestriel. En général, on va être plutôt sur du mensuel weekly parce qu'on n'a pas assez d'historique, mais c'est toujours bien d'en parler. Pour moi ici, il n'y a aucun signal, on va dire, hyper grave. Au niveau de la clôture monthly, bon, la clôture monthly nous montre que globalement on est dans un range, une borne haute vers les 71 000 $, une borne basse vers les 60 000, 61 000 $. Pareil, hein, on est sur un pullback au niveau de notre précédent ATH, donc on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on a plus de chances de viser un nouvel ATH et une continuation haussière. Par contre, oui, si on repasse en dessous, on aurait quand même ici un top monthly. Je crois qu'on n'a jamais fait de M-top monthly sur les cryptos. Ici, ça a toujours été des tops en V-top. C'est surtout en weekly, on a posé un top de marché, mais si je dis pas de bêtises, on n'a jamais fait une... Alors déjà, c'est assez rare qu'on passe autant de temps dans un range sur les cryptos. 4 mois, ça fait beaucoup. Ouais, si là, on était quand même bloqué dans un range assez longtemps, mais en général, c'est rare. Les top monthly, on en a un ici, à la limite. Et ici, non, absolument pas. Donc on est clairement dans un range qui commence à être mature. Au vu de la maturité du range, au moment où on va break, attention à ne pas chercher à faire de la contre-tendance. Ça veut dire que si on break à la baisse, attention à ne pas chercher des longues si on a un momentum qui est bien puissant et une forte volatilité. Et si on break à la hausse, pareil, attention à ne pas chercher des shorts, parce que techniquement, une consolidation aussi importante pendant autant de temps, quand on va avoir une vraie cassure, on sera sur un mouvement assez puissant, hein, vu la consolidation. Donc attention à ne pas se mettre à contre-courant. Au niveau de la clôture weekly, je la trouve plutôt bullish, hein, vu qu'on a quand même pas mal ravalé. Alors on n'est pas sur une pattern on n'est pas sur un hammer non plus. Ça aurait été plus intéressant de clôturer dans le vert, ou ça aurait été une pattern encore plus bullish, mais déjà le fait de ravaler une bonne partie de la poussée vendeuse, ici on a une tentative de break par les vendeurs qui est repoussée par les acheteurs. Ce qu'il faut se dire, c'est dans toute cette zone là, on a des vendeurs qui sont underwater, qui ont la tête sous l'eau tout simplement, et qui ont des positions soit qui ont été fermées, mais ceux qui ont toujours des positions en cours,
ils sont en négatif, et des vendeurs en négatif, donc qui ont tout simplement leur position en perte, s'ils clôturent leur position, c'est un rachat au marché, et ça c'est plutôt bullish. Donc le fait de piéger des vendeurs, vous voyez pareil, ça c'est le genre de mèche qui est assez intéressante. Tentative de break, réveil au niveau des acheteurs, là on a un hammer qui est plutôt pas mal, et en général c'est signe quand même d'absorption et de hausse dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc pattern plutôt encourageante selon moi, en plus au niveau d'un bad range. Sur du plus court terme, on va voir le daily. Hop, alors le daily, c'est plutôt pas mal ce qu'on fait. On est sur notre bad range, donc déjà, j'ai vu des gens qui shortaient le bad range en se disant ouais c'est bon, ça va casser. Alors même si un niveau, quand il est autant touché, là, il a été touché une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, bon, on est clairement sur un range qui est mature, que ça soit sur les deux extrémités. Hein. Là c'est pareil, on a eu pas mal de touches, donc on est sur des zones qui sont sensibles. Parce qu'en général, que ça soit une tendance ou un range, plus vous arrivez tard, plus c'est compliqué de se positionner. Alors que ça soit dans une tendance haussière, qu'on arrive après 3, 4, 5 impulsions, c'est compliqué de faire de la continuation de tendance à la hausse, parce qu'en général, on va avoir un affaiblissement de notre tendance, que ce soit une tendance haussière ou une tendance baissière, et c'est pareil dans un range. Dans un range, quand on arrive après autant de touches, c'est beaucoup plus compliqué de se positionner. Mais c'est pas pour ça que vous devez short une zone de support. On va plus avoir de probabilité d'avoir un rebond que une cassure. Et si vous anticipez toutes les cassures, en shortant les supports et en achetant les résistances, vous allez vous faire rect. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, je chercherais plutôt, moi ici, à prendre des achats. Si je mets ici un volume profile, hop, on voit qu'on réintègre la value area low. Donc, c'était ici notre bad range. Ce qu'il faut se dire, c'est entre ces deux bornes, on a ici 70% du volume échangé, et là on a notre extrémité basse et notre extrémité hausse. Quand on cherche à trader un range, les bornes ils sont bien délimitées là. Le range il est parfait. En dessous la value area low, c'est intéressant de chercher des achats, et au-dessus de la value area high, soit on prend des profits si vous étiez long ici, etc. Soit vous cherchez à prendre des shorts. Mais là on a un range d'un point de vue volume profile qui est très bien délimité. Ça c'est vraiment un cas d'école avec un poke qui est le milieu de range. Et le milieu de range, c'est souvent un niveau intéressant où, voilà, on est proche des 50% de retracement, c'est souvent un niveau intéressant pour prendre des profits. On voit que le poke, c'est également une bonne zone de support ou de résistance si on évolue au-dessus ou en dessous. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est clairement de trader les extrémités. Et techniquement, si on réintègre une value area low, on a des probabilités d'aller chercher la value area high. Donc ça peut être une bonne target pour chercher à prendre des profits. Donc là, si en daily vous cherchez à trader le range, la meilleure chose à faire c'est d'avoir une zone d'invalidation si on ressort du range. Donc globalement en clôture, si on commence à repasser sous les 60 000 $, ça serait pas très bon, on aurait de grandes chances d'aller beaucoup plus bas. Après, on peut dire que globalement, le range il s'est étend ici, sauf que moi ça je vois beaucoup plus comme une déviation. Donc pour moi, en termes d'invalidation, je dirais que si on commence à clôturer sous les 60 000 $, en clôture daily, on pourrait vraiment avoir déjà une clôture qui clôturerait plus bas que la plupart de ces clôtures, sauf si on prend en compte celle-ci, mais comme je dis, vu qu'on est sur une déviation, pour moi le bad range il est vers les 60 000 $. Donc ce qui ferait une zone d'invalidation vers les 60 000 $, et globalement une prise de profit vers l'extrémité haute, et pourquoi pas une prise de profit partielle au niveau du poke. C'est un setup qui est totalement viable, parce que pour le moment on est toujours dans un range presté par une dynamique de fond qui est haussière, donc on est plutôt dans une zone où je chercherai des achats pour jouer un rebond. De la même manière où ici j'avais acheté le marché pour jouer un rebond, je me suis pris BE parce que j'avais mis un TP au niveau de l'ATH, donc globalement ici je suis sorti en position à break-even ou à légèrement au-dessus pour compenser les frais, même si c'était en spot il n'y en avait pas énormément. J'étais rentré en position, j'avais pris un long ici, mais là on était plutôt sur de la continuation de tendance, parce qu'à ce moment-là on n'était pas en range, mais plutôt dans une dynamique qui était haussière. Donc ça c'est plutôt sur BTC, sur du on va dire du moyen terme. En tout cas c'est plutôt pas mal ce qu'on fait ici. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on a validé une pattern de retournement, creux, sommet, creux, plus haut que le précédent, sommet, plus haut que le précédent. Donc là on a une structure en W, et surtout on a un niveau qui est clé. Techniquement cette pattern de retournement, on ne doit pas réintégrer ce niveau là. On voit que là on a 4 bougies qui ont clôturé au même endroit, qui est un niveau clé des 61 800 $. On a des mèches qui montrent bien ici qu'on avait des vendeurs qui bloquaient le prix, ok. Ces vendeurs ont perdu, on va dire, le combat. Pareil, la même façon, j'en ai parlé tout à l'heure, ils ont la tête sous l'eau.
Le fait d'avoir la tête sous l'eau, c'est, si on y retourne déjà, ça peut faire office de support parce qu'on peut s'attendre à des clôtures d'opposition pour sortir à break-even et c'est un rachat au marché. Et dans tous les cas, des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, c'est plutôt intéressant pour liquider par la suite et avoir un short squeeze. Donc on peut avoir quelqu'un qui trade un peu cette pattern là, une zone d'invalidation si on repasse en dessous des 61 700 $, puisque techniquement, après une pattern de retournement comme ça, une bougie autant impulsive, si on commence à réintégrer ce niveau-là, plus en plus ça nous ferait réintégrer 50% de l'impulsion, pour moi on aurait de grandes chances de chasser ces creux-là, ou au moins retourner chercher le premier creux, les 60 000 $. Techniquement une pattern comme ça de retournement, on doit faire un pullback et partir. On n'a aucune raison de réintégrer ce niveau-là. Donc là, ceux qui trade la pattern, on a un niveau qui est clé, c'est les 61 800 $ si on repasse en dessous de ce niveau-là. Sur du plus court terme, alors moi, je surveille une zone là sur l'intraday, si on y va dans les prochaines minutes, prochaines heures. Alors au niveau de la journée, globalement on est plutôt sur un marché qui est haussier. On voit bien que on a un 15 minutes qui s'apprête à cross le tunnel 1 heure, on a plutôt un momentum qui est bullish, on est au-dessus du point pivot daily principal, on va l'appeler comme ça. Donc déjà globalement on est dans une dynamique qui est haussière. Les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Maintenant moi ce que je surveillerais personnellement, c'est si on a un pullback vers les 62 000 $, 62 200 $, on a une bonne confluence entre tunnel 15 minutes, point pivot daily, tunnel 1 heure également, et c'est globalement notre ligne de coup de cette précédente pattern là. Si je me mets en daily, voilà, on est dans cette zone là qui fait office de support maintenant vu qu'on l'a cassé. Donc c'est un niveau que je vais clairement surveiller, à voir comment on y va. Plus visiblement, si on y va, on aurait de grandes chances de pousser à la divergence haussière, à moins qu'on y va trop brutalement d'un coup. Mais si on glisse, on pourrait pousser ici à la divergence haussière. Et là, si j'ai un rebond acheteur, une pattern, il y a un signal qui montre auquel les acheteurs défendent ce niveau-là, je pourrais clairement prendre un long avec une zone d'invalidation sous le tunnel 15 minutes et viser du 3 pour 1. Donc 2 pour 1, 3 pour 1, ça dépendra du setup, mais c'est une bonne zone de localisation que je vais surveiller sur BTC. Voilà, ça c'est vraiment le gros trade que je surveille pour la journée. Après, c'est possible qu'on n'y va pas. Moi, mon but, c'est pas d'anticiper le marché où il va être dans 15-20 minutes. Je détermine mes zones. Vous voyez, mes zones, ils sont définies. Ça peut être par différents moyens, des moyens mobiles, des points pivots, des retracements de Fibonacci. Je définis ces zones-là. Ça peut être des niveaux de support, comme on l'a vu juste avant. Et ensuite, quand le marché arrive sur ce niveau de support, j'observe ce qu'il me fait. Si il me propose quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire des signaux qui ne sont pas encourageants, des règles que je me suis respectées pour rentrer en position. C'est comme ça quand vous tradez, vous avez votre condition numéro on va dire plutôt notre condition numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça sert à rien d'en avoir 40 non plus, mais vous avez quelques conditions comme ça, et à chaque fois vous devez les valider. Donc si, première condition, point pivot daily, ok on y va, parfaitement. Point pivot 15 minutes, ok on y va. Maintenant, si à l'intérieur de ces zones-là, j'ai pas mes autres conditions qui sont validées, je ne vais pas rentrer en position. Et si vous respectez pas vos règles, ça ne marchera pas sur le long terme. Vous avez un setup, vous avez une stratégie, vous devez absolument suivre les règles que vous êtes tout simplement imposées. Donc ça, c'est globalement ce que je vais surveiller sur le BTC. Voilà pour le BTC, j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'ai rien d'autre à dire de plus au niveau de Ether. Ether qui est plus fort quand même que le BTC. Alors ETH BTC, moi c'est une charte que je surveille beaucoup en ce moment. Pourquoi ? Parce que on est sur un tournant qui peut être assez important si on parvient à s'affranchir de ce niveau-là. Alors j'en parle depuis un moment, je sais pas quand on va y aller, je sais pas si on va y aller, mais ce que je vais surveiller, c'est si on break cette trendline, qu'on a pour la première fois depuis des mois, si ce n'est des années, une pattern une inversion de notre dynamique. Depuis, ça fait fin 2023 qu'on n'a pas eu ça, qu'on est dans une dynamique baissière avec des sommets de plus en plus bas. Et là, on pourrait être dans une phase où pour la première fois, on fait un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Et c'est vraiment ça que je vais surveiller. Donc, Ether est plutôt bullish au vu de les ETF spot qui sont censés être déployés début juillet. De base, c'était le 2 et 4 juillet, c'était décalé au 6. J'ai vu le 8 juillet qui est passé il y a pas longtemps. Donc dans tous les cas, ça a l'air d'être pour début juillet. Ether est légèrement plus bullish que le BTC. Il a rebondi quand même dans une bonne zone de localisation, qui était ce niveau de support dans cette zone d'imbalance. Moi j'aimerais bien avoir un Ether qui repasse au-dessus de ce niveau-là. Pattern ici de retournement, réintégration d'un niveau de support qui fait maintenant office de résistance. Donc c'est le niveau globalement des 450 $. Voilà, on voit que si en 4 heures on part du principe qu'on la break, ici on est en train de faire un pullback dessus. Mais c'est vrai que cette clôture daily serait intéressante. Surtout que là, on a eu quand même une poussée avec un rejet assez violent. On voit que à partir du moment où vous avez une mèche qui représente plus de 50% de la bougie,
Donc la bougie, le corps de la bougie ici, ça nous montre quand même qu'on a une réaction vendeuse assez importante, et ça va pas spécialement marquer un retournement, mais ça nous montre attention, on a quand même des vendeurs qui se manifestent. De la même manière ici, on voit bien qu'on a une mèche qui est assez importante sur cette tentative de break à la baisse, et on voit bien qu'on a eu des acheteurs qui sont réveillés et qui ont absorbé, et ensuite on a bottom. Donc c'est quand même des éléments qui sont intéressants à surveiller. Par contre, si Ether il repasse au-dessus de ce niveau-là, pour moi la prochaine target c'est cette zone de résistance vers les 3650 dollars. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur Ether. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est si on a des ETF spots qui sont déployés, on attend juste ça. Il va falloir regarder les inflows, parce que attention, on peut avoir, c'est pas parce qu'on a des ETF que c'est sûr ça va être to the moon. Si on a des inflows qui sont largement positifs, ça peut être intéressant bien sûr pour le marché. Par contre, si au final on a des inflows qui proportionnellement la taille de Ether par rapport au BTC, on n'aura pas les mêmes inflows que sur BTC, c'est sûr, on n'est pas sur la même crypto, pas la même capitalisation, moins connue quand même, donc faut pas s'attendre à quelque chose d'aussi fou que BTC au niveau des inflows. Maintenant, c'est normal, le market cap est beaucoup plus faible. Par contre, d'un point de vue proportionnellement parlant, si les inflows sont vraiment pas intéressants, ça peut être bearish sur Ether, mais je suis plutôt convaincu que cette acceptation d'ETF est plutôt bullish. Au niveau des altcoins, les altcoins les plus fortes, alors on a eu la clôture du mois, l'altcoin la plus forte ça a été Toncoin, donc c'est la plus intéressante à surveiller si vous voulez faire de la continuation de tendance, et globalement là il y a eu quand même pas mal d'altcoins qui ont pris cher le dernier mois. Toncoin qui s'en sort avec un plus 17%, comparé aux autres altcoins qui ont pris des moins 50%, moins 40%, c'est l'une des plus fortes. On a Kaspa également, qui a fait une bonne performance, et ça c'est, si je dis pas de bêtises, ça c'est XMR. Je crois que XMR a fait une bonne performance quand même. Et vérifier, mais si je dis pas de bêtises, alors j'ai une bonne clôture monthly. Ouais, on fait un plus 13%. Donc repérer les altcoins comme ça les plus fortes, ça reste assez intéressant si vous voulez faire la continuation. Par exemple, si je prends Kaspa, qui a très bien performé le mois dernier, voilà, on fait un nouvel ATH, oui, on fait un nouvel ATH sur Kaspa, et ben ça, pour faire de la continuation de tendance, c'est ce qu'on veut, d'accord, les pullbacks dans les moyennes mobiles, comme ça, qu'on a une altcoin qui est forte, vous voyez, tunnel 15 minutes, on break le 15 minutes, prochaine target, le 1 heure, là, ce qu'il va falloir regarder, c'est notre réaction qu'on a. C'est une altcoin qui est forte, une altcoin forte a plus de chances de rester forte. Et le fait d'avoir cette capacité à visionner rapidement quelle altcoin sort du lot, bah, ça nous permet de prendre des mesures et avoir 2, 3, 4 cryptos à suivre pour faire de la continuation de tendance. Par exemple, actuellement, je remarque que TRX enregistre une bonne journée, Tao enregistre une bonne journée. Alors, je vais surtout regarder quelle est la plus forte de la semaine pour faire de la continuation de tendance sur du daily. En général, je préfère attendre 2, 3 jours dans la semaine, ou prendre les informations la semaine passée. Par exemple, la semaine passée, on avait Avax qui était plutôt forte, Dot aussi, Polkadot qui était forte. C'était les deux altcoins qui sortaient bien du lot. Et on voit que aujourd'hui, parmi les altcoins les plus fortes, on a Polkadot et Avax, d'accord, comparé aux autres altcoins. Parce que une altcoin, comme je dis, qui est forte, a plus de chances de rester forte. Donc avoir cette capacité, on voit bien sur Avax qui performe plutôt bien. Et on a ces moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, vaut mieux continuer à faire de la continuation de tendance. Comme je dis, si on a eu un bon rebond, ici en weekly, on a de grandes chances de continuer sur l'intraday à pouvoir chercher des longues, bien entendu, que ça soit Avax, que ça soit Dot. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir visionner. Et je vous le conseille de fonctionner comme ça. Alors soit vous dites ok, bah vous tradez que BTC et Ether, mais si vous voulez vous aventurer sur les altcoins, si vous faites de la continuation de tendance, la meilleure chose c'est de repérer les altcoins qui sont fortes ou faibles également. Si vous voulez short les altcoins qui sont faibles, prendre les plus faibles et prendre les plus fortes et les trader tout simplement. Une altcoin qui ne fait pas grand chose, faible volatilité, ou alors qui est faible, je vais pas aller l'acheter parce que si elle est faible, bon, je vais me concentrer sur des altcoins qui sont plutôt fortes. Là-dessus, ça c'est bon. Au niveau du marché US, alors globalement on a un S&P qui rentre dans un mini range. Hop, on voit bien, on est globalement bloqué entre deux niveaux, on est vers notre tunnel 1 heure, donc pour le moment on est sur un bad range, on chercherait plutôt des achats, surtout un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break à la hausse, donc vaut mieux privilégier des achats. Maintenant la zone d'invalidation, pareil, dans un range, elle est claire, c'est en dessous de notre range, d'accord. Si on commence à passer sous les 5510 là, c'est un niveau clairement où on invalide notre range, enfin notre trade, parce que si on trade un range, quand vous tradez, votre stop loss il sert à invalider votre scénario. Donc si vous tradez une tendance haussière, votre stop permet d'invalider qu'on sort de cette tendance haussière. Si vous tradez un range, votre stop loss c'est si on sort de ce range là, d'accord. Votre stop, il y en a beaucoup qui mettent leur stop pour faire beau ou pour avoir un risk reward intéressant, juste pour se dire ok bon voilà, je rentre ici, je vais mettre un stop
hyper serré, et non, c'est pas ça. Si vous tradez le range, votre stop loss, c'est votre zone d'invalidation. Il est pas là pour faire joli, il est pas là pour vous donner le meilleur risk reward, il est là pour couper votre trade parce que vous avez tort ou vous vous êtes trompé, le marché vous a donné tort, et voilà, vous passez à autre chose. Mais faut bien le placer pour ça. Donc si vous tradez un bottom, bah vous le placez sous le bottom, parce que si le bottom est cassé, c'est plus un bottom, etc., etc. Ça, c'est vraiment important de comprendre ce point-là, de bien placer votre stop. Et là actuellement, bah, on est clairement sur un niveau de support. Si on commence à break ce niveau-là, la prochaine target, c'est le tunnel 4 heures. Et sur l'intraday, ça pourrait être intéressant de short le marché parce que on serait plutôt dans une dynamique baissière avec ici un M-top. Ouais, on serait sur un M-top en daily. Qui nous donnerait, on peut regarder des targets au cas où on break à la baisse ce M-top. Hop, voilà, on a une bonne confluence là entre le tunnel 4 heures et la prise de profit théorique de ce M-top entre les 1,118 et 100% d'extension. Le Nasdaq, c'est globalement la même chose. Pour être sur un M-top, pareil, voilà, avec des extensions vers le tunnel 4 heures. On n'est pas spécialement dans un bad range ici, le bad range il se situerait plutôt vers les 19 800, mais on est au niveau de notre tunnel 1 heure. Après, en daily, là, c'est compliqué de chercher des shorts, on est toujours dans une dynamique haussière, les moyennes mobiles sont orientés à la hausse. Pour moi, il y a pas grand chose à faire ici à part accompagner le mouvement, et au-delà, que ça soit weekly, monthly, bah, c'est compliqué de short comme ça des indices qui sont dans des dynamiques haussières depuis des décennies. Voilà, pour moi, il y a rien à faire là-dessus. C'est globalement c'est l'économie. Donc si vous croyez à l'économie, si vous croyez au développement du monde, à l'économie, on peut le voir comme ça, on peut le résumer comme ça. Dans les prochaines années, c'est compliqué de chercher des shorts ici sur des marchés qui depuis des décennies ici sont dans une dynamique qui est haussière. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. J'espère que cette update assez complète vous aura plu. Si vous voulez passer à l'action, vous former, avoir une stratégie de trading rentable, le programme Devenir Trader vous permettra d'être 100% autonome. Je vous mets le lien en description et je vous souhaite une très bonne fin de journée.